Bourrin, calculateur ou parieur, on a tous notre style de jeu favori, et si tu es curieux de découvrir le tien ou que tu n'arrives pas à te décider, je vais te dire tout ce que tu dois savoir pour choisir ta couleur dans One Piece Card Game. OP10 en français sort d'ici quelques jours et c'était l'occasion ou jamais de sortir cette petite vidéo que vous avez d'ailleurs été plutôt nombreux à nous demander. Je vais donc prendre quelques minutes par couleur pour te présenter son style de jeu, ses forces et faiblesses, des leaders notables et quelques decklists qui te permettront de te faire la main. Si jamais tout ça te paraît un peu avancé et que tu veux comprendre les règles du jeu avant de te décider, je ne peux que te recommander notre tuto Comment bien commencer One Piece Card Game en français que je te mets juste en haut de l'écran. Allez, c'est parti et on commence avec rouge. Historiquement, l'une des meilleures couleurs du jeu, rouge était plutôt sur le déclin lors des derniers sets, mais l'arrivée du leader Shanks en OP09 lui a redonné du poil de la bête, et elle se présente aujourd'hui comme une menace des plus sérieuses. La particularité du rouge, la baston, la quasi-totalité des cartes de la couleur sont designées pour interagir avec la puissance, la valeur qui rentre en compte lorsque deux personnages combattent. Tu pourras donc y trouver des cartes capables d'augmenter la puissance de tes personnages, d'autres capables de réduire celle des personnages adverses, des effets capables de détruire les personnages sous un certain seuil de puissance, ou encore une multitude de rushers capables d'attaquer dès leur entrée en jeu. Tu l'auras compris, le gros point fort de rouge, c'est sa capacité à mettre la pression et à imposer un rythme super agressif dès le début de partie. L'objectif est simple, l'emporter avant que l'adversaire ne trouve ses réponses. Mais tout aussi fort que ça puisse paraître, c'est aussi là que la couleur trouve sa plus grande faiblesse. En fait, rouge se retrouve souvent en difficulté dans les parties qui s'éternisent et a du mal à reprendre la main lorsque l'adversaire a établi son contrôle sur le match. Un jeu d'équilibriste donc qui reste tout de même très plébiscité par les joueurs, et pour cause. Parmi les archétypes les plus puissants de rouge, on retrouve des équipages comme celui du chapeau de paille ou du roux, deux des armadas les plus populaires de One Piece à l'heure actuelle. Si tu te sens l'âme d'un joueur rouge, tu pourras donc faire tes armes avec Zoro, Luffy Nika du ST21 ou bien Shanks. La spécialité de Zoro, c'est de remplir le terrain de petites créatures rapidement pour marteler le leader adverse. Luffy, lui, dispose d'une capacité sans pareille à manipuler les Dons pour les équiper à ses personnages et générer de puissantes frappes. Et pour finir, Shanks est clairement le plus polyvalent des trois. Considéré comme l'un des tout meilleurs leaders du jeu à l'heure actuelle, Shanks dispose de plusieurs armes pour s'imposer. Il est tout autant capable de dépasser son adversaire par son agressivité que de s'imposer en contrôlant son terrain avec de puissantes créatures. Shanks recevra d'ailleurs une nouvelle vague de support dans le ST23 qui sort cet été, et vu la qualité des derniers starter decks, le support pourrait bien être de taille. En bref, ces trois leaders sont relativement simples à prendre en main et représentent d'excellentes portes d'entrée pour les nouveaux joueurs. Deuxième couleur, et on enchaîne avec vert. Pré-OP10, on peut dire que vert était pour le moins paradoxal. Tout en étant doté de certains des meilleurs personnages du jeu, comme Kid Fortress ou bien Zoro, la couleur peinait à s'imposer par manque de bons leaders dominants et servait donc bien souvent de support aux leaders bicolores qui pouvaient l'utiliser. Pour autant, l'arrivée de la nouvelle extension vient changer la donne et je vais t'expliquer tout ça. La grande spécialité de vert, c'est les cartes inclinées, ou plutôt la mécanique d'inclinaison d'ailleurs. Tu pourras donc y retrouver des cartes te permettant de coucher des dons ou même des personnages adverses pour te débarrasser d'éventuels bloqueurs, d'autres capables de redresser tes propres dons ou personnages pour augmenter tes options, d'empêcher des cartes adverses de se réactiver ou encore d'éliminer tout simplement des personnages adverses déjà inclinés. Tous ces éléments font de vert une couleur extrêmement polyvalente, et ce sera encore plus vrai avec l'arrivée d'OP10. La banlist récente ayant supprimé deux des cartes les plus jouées et capables de gérer facilement les gros personnages verts, l'apparition de leaders comme Smoker ou Lim dans le format est plus que logique et pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère de domination pour la couleur. Concernant les archétypes dominants de la couleur, tu pourras retrouver la Don Quijote Family, les hommes poissons ou encore les supernovas. Je te présente donc Yamato, Bonnie et Smoker, trois leaders verts au style de jeu complètement différents que tu peux envisager pour débuter en OP10. On commence avec Yamato, un leader doté de la capacité double frappe, de quoi menacer très vite les points de vie adverses dès le début de partie. Son effet, combiné à celui d'autres excellentes cartes vertes comme Odie Jones, en fait une menace sérieuse pour tous les decks qui n'arriveraient pas à trouver leur réponse en début de partie. On enchaîne avec Bonnie, l'un des, si ce n'est le meilleur leader vert historiquement. Joué quasi sans interruption depuis sa sortie en OP7, Bonnie a su s'adapter à tous les formats grâce à son effet surpuissant. Lorsque l'adversaire déclare une attaque, en échange d'un don, Bonnie pourra tout simplement incliner un leader ou un personnage adverse, et donc supprimer une potentielle future attaque. Un effet défensif redoutable qui, cumulé à ses 5 points de vie, lui assure quasiment d'arriver au nombre de dons nécessaires
nécessaires pour mettre en jeu ces boss monsters. D'ailleurs, je l'ai pas mentionné pour Yamato, mais ces deux leaders recevront du support cet été, respectivement dans les ST 24 et 28, potentiellement de très bons paris sur l'avenir. On termine avec le nouveau venu d'OP10 et on parle clairement de meilleur pour la fin, Smoker. Capable de réactiver de 2 à 3 dons par tour tout en boostant la puissance de ses personnages, Smoker cumule attaque et défense dans un leader qui domine ce début de forme. Au global, je dirais donc que vert est une couleur un peu plus technique que rouge, mais tout à fait accessible si le gameplay t'intéresse. C'est parti pour bleu, notre troisième couleur. Bleu. L'une des couleurs historiques du jeu qui brille par sa capacité à contrôler le terrain adverse tout en développant de puissants personnages. Jusqu'à la banliste récente, la couleur pouvait même être considérée comme la meilleure du format à cause de la domination du roi Doflamingo, tyran incontesté de l'OP09. Et même si les limitations récentes l'ont privé de son fidèle Jimbei, bleu reste tout de même super intéressant en OP10. A l'origine, bleu avait une spécialité très précise, les événements. Qu'ils soient utilisés pour contrôler le terrain adverse, piocher des cartes ou défendre ses points de vie, les événements bleus peuvent tout faire. Enfin, cette mécanique est loin d'être la seule, puisque certaines cartes bleues permettent de stacker son deck. C'est-à-dire choisir quelles cartes vont au-dessus ou en dessous du deck, mais surtout, dans quel ordre. De quoi accéder plus facilement aux events en question. Et enfin, plus récemment, bleu a également acquis la capacité de multiplier ses personnages, en jouant gratuitement depuis la main ou le dessus du deck, par exemple. Bref, si tu es plutôt du côté gestion et optimisation de la force, le bleu pourrait bien être fait pour toi. J'en profite d'ailleurs pour te montrer la puissante Red Rock, l'une des seules cartes du jeu capable de gérer les gros personnages adverses à moindre coût, et l'un des principaux arguments de bleu dans le format. Mais alors, quel leader jouer? Eh bien bleu, c'est surtout la couleur des 7 grands corsaires, de la résistance de Dressrosa, ou bien plus récemment de la Cross Guild, l'équipage de l'empereur Buggy. D'ailleurs Buggy, parlons-en. À la manière de Bonnie et Shanks, Buggy recevra du support cet été dans le ST25, le faisant peut-être passer du leader correct qu'il est actuellement à une menace pour les meilleurs leaders du format. Sa spécialité, c'est abuser de son effet leader pour envoyer ses acolytes au front à sa place. Comme quoi, on ne se réinvente pas. De son côté, Boa se concentrera plutôt sur le contrôle, en multipliant les personnages ou événements capables de renvoyer les personnages adverses à la main ou pire, sous le deck. Ce faisant, elle pourra d'ailleurs profiter de son effet leader pour ne jamais se retrouver à court d'options. Enfin, on termine avec Nami, un leader au gameplay extrêmement particulier qui avait un peu disparu en OP09, surtout à cause de Doflamingo d'ailleurs, mais qui pourrait bien revenir sur le devant de la scène. Sa condition de victoire est assez simple, réduire le nombre de cartes dans son deck à 0, et dès lors que cette condition est atteinte, peu importe la situation, Nami remporte la partie. Pour ce faire, elle utilisera donc de nombreux événements défensifs, lui permettant d'encaisser les attaques adverses, mais aussi de meuler des cartes du dessus de son deck. Bleu est donc une couleur un peu plus lente en début de partie, mais redoutable dès lors qu'on arrive en late game, et si tu es plutôt contrôle, cette couleur est faite pour toi. On continue avec violet, la 4e couleur de ce guide. Tantôt extrêmement menaçante et tantôt oubliable, Violet a longtemps pâti du manque d'un leader dominant capable de lui offrir une place au sommet du format. Ceci dit, la couleur a clairement passé la seconde depuis l'OP5 et il n'y a pas un format où Violet n'est pas une option sérieuse. L'explication est d'ailleurs assez simple, le Violet est un expert de la gestion de Dawn, une mécanique super générique lui permettant de déployer des effets extrêmement puissants contrebalancés par un coût théoriquement élevé. Mais des cartes de plus en plus nombreuses lui permettent de contourner ce problème. Tu pourras donc renvoyer des dons de ton terrain dans ton don deck avec la mécanique donne moins pour déclencher tes effets, ou bien faire l'exact opposé en rajoutant des dons depuis ton don deck à ton terrain pour te permettre de contrebalancer tes coups d'effet, ou bien même d'accélérer dans la partie pour jouer tes grosses créatures en premier. En bref, une mécanique extrêmement flexible permettant à bon nombre de leaders de développer des styles de jeu différents pour s'imposer dans le format. Tu pourras donc retrouver des équipages extrêmement différents en violet, comme celui du chapeau de paille, celui de Doflamingo, le Germa 66 ou encore les pirates de Big Mom et Kaido. Côté leader, on démarre avec Luffy, ou comme il est plus couramment surnommé, Ploufy. Si tu te poses la question, c'est pour Purple Luffy, Ploufy donc, pour le différencier des 654 autres leaders Luffy qui existent. À l'image de son Gear Seigun qui le laisse épuisé après un combat, Ploufy peut à chaque tour sacrifier l'une de ses vies pour ajouter un don de son don deck à son terrain. Cet effet lui permet donc d'accélérer pour jouer plus rapidement des monstres de puissance comme Luffy Taro ou bien le Luffy Rush Secret
d'OP09. À l'extrême opposé, on trouve Foxy, qui permettra de sacrifier des dons pour empêcher des leaders et personnages adverses de se redresser au début du prochain tour. Mentionné lors du dernier format comme un contre parfait à Doflamingo, il risque quand même d'être moins joué avec la disparition de ce dernier. On termine avec la petite dernière, Lim, l'un des decks les moins chers du jeu qui devient tout à fait viable avec le support d'OP10. Bien que tous les personnages qu'elle met en jeu arrivent épuisés, Lim te permettra en échange à chaque tour de payer 3 dons pour jouer un personnage Odyssée coûtant 5 ou moins, et en plus d'ajouter un don de ton don deck à ton terrain. Un effet extrêmement rentable, et si le leader t'intrigue, on a une vidéo dédiée à son sujet. On enchaîne avec Noir. Unanimement détesté par les joueurs de toutes les autres couleurs depuis plusieurs sets maintenant, Noir a enfin perdu de vraies armes lors de la banlist et c'est via ses nouveaux leaders que la couleur devra se créer un second souffle en OP10. Si Violet est l'expert des dons, Noir excelle dans la gestion des coups. Ça peut sembler assez abstrait, mais en fait c'est plutôt simple à comprendre. Soit réduire le coût des personnages adverses pour t'en débarrasser plus facilement, ou bien augmenter le coût des tiens pour les rendre quasiment inamovibles. D'ailleurs, la pile de défausse agit bien souvent comme une seconde main pour le deck, démultipliant la puissance des effets permettant de défausser les cartes du dessus du deck. Une mécanique bien trop puissante et supportée par des cartes hyper génériques, mais qui a enfin perdu des armes lors de la banlist et qui devra donc se réinventer sans pour autant changer son gameplay. Côté archétype, tu pourras y retrouver le Cypher Paul, la Navy, les pirates de Thriller Bark, l'équipage du chapeau de paille ou encore celui de Barbe Noire. Bref, les options sont extrêmement diverses et surtout toutes viables. On commence donc avec Usopp, petit nouveau de l'OP10 et déjà l'un des top leaders du format. En alliant bleu et noir, deux couleurs qui se marient très bien, Usopp aura pour objectif de contrôler le terrain adverse tout en développant le sien avec des cartes surpuissantes comme la combinaison de Kyros et Rebecca d'OP10. Cependant, cette stratégie a aussi ses faiblesses, notamment lorsqu'elle rencontre Teach, l'infâme leader d'OP09 qui a comme qui dirait sa propre interprétation de noir. Plutôt que de contrôler le terrain adverse, Teach va tout simplement l'empêcher de se développer en annulant tous les effets des personnages adverses lorsqu'ils rentrent en jeu. De quoi frustrer plus d'un joueur. D'ailleurs, ce dernier présente un point commun avec le troisième leader que je vais te présenter, le Luffy Nika d'OP09, puisque tous les deux recevront cet été du support dans les ST 26 et 27. Luffy Nika donc. Assez peu populaire depuis sa sortie en OP09, le deck cumule pourtant le meilleur du violet et du noir, en permettant l'activation de gros effets donne-moins à moindre coût, tout en protégeant ses personnages des effets adverses. Contrairement aux autres decks noirs, la banlist ne l'a pas trop atteint, et il est très probable qu'on ait affaire à un deck plus que sérieux après le support de cet été. On termine avec la sixième et dernière couleur, j'ai nommé le jaune. Aussi frustrant que spectaculaire, jaune est la petite dernière des couleurs arrivées dans One Piece Card Game, puisqu'elle n'était tout simplement pas présente lors des premiers sets du jeu. Pour autant, elle a depuis bien rattrapé son retard et quasiment tous les joueurs partagent des cauchemars sur les triggers jaunes qui leur font perdre des matchs. Tu l'auras peut-être compris, les decks jaunes ont la vilaine habitude de jouer avec la vie. Enfin, pour être plus précis, d'avoir la capacité de manipuler leurs propres points de vie et parfois même ceux de l'adversaire. Tout ça se traduit donc par la capacité à regarder ses points de vie, à en ajouter ou en retirer pour déclencher de puissants effets, et bien sûr à manipuler les triggers, des capacités extrêmement puissantes qui se déclenchent lorsqu'un joueur perd une vie. Jaune pourra ainsi mettre en jeu gratuitement des personnages, gérer le terrain adverse ou même regagner une vie, des mécaniques tout simplement terrifiantes mais parfois instables, tant la qualité des points de vie posés par les deux joueurs en début de partie aura un impact sur le match. On y retrouve des archétypes assez variés comme les samouraïs de Wano, les supernovas, les pirates de Big Mom ou les habitants de l'île céleste d'Enel. D'ailleurs, quand on parle du loup, le premier leader que je vais te présenter, c'est Enel. Un seul effet est assez simple qui lui permet de regagner un point de vie pendant le tour adverse, mais surtout des possibilités quasi infinies portées par les multiples triggers du deck. Un leader souvent prisé par les débutants et à ne pas sous-estimer, mais souvent très dépendant de la qualité de ses triggers à bon niveau de jeu. Enfin, qui dit trigger dit surtout Katakuri, et c'est d'ailleurs vers lui qu'on va se tourner. Présent depuis l'OP3, Katakuri utilise son acquis de l'observation pour prendre connaissance de ses points de vie, de ceux de l'adversaire, et même les réorganiser au besoin. Un leader à l'effet générique assez intemporel dont le ST20 est une excellente porte d'entrée pour les débutants vers la couleur jaune. On termine avec Kid, le petit nouveau d'OP10, et pour le plus grand bonheur des joueurs,
ce dernier vient enfin casser la dynamique de jaune égale casino des triggers. En effet, plutôt que de devoir compter sur d'éventuels points de vie face cachée, Kid se concentre sur des effets lui permettant de supprimer des points de vie adverses tout en se cachant derrière des supernovas tous plus menaçants les uns que les autres. Peut-être le leader jaune le plus intéressant à ce jour, et vu ce qu'on nous a annoncé pour la suite des supernovas en jaune, il n'a pas fini de se développer. Bref, si tu aimes parier sur ta chance et les retournements de situation, jaune est fait pour toi. Enfin ça y est, on a fait le tour des 6 couleurs de One Piece Card Game et ça fait beaucoup d'infos, alors si certains passages ont attiré ton attention, je t'invite à les revisionner en utilisant les timecodes de la vidéo. De mon côté, j'ai enfin trouvé le temps de construire un planning de vidéos longues et on va te proposer plein de choses super cool ici, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à très vite, c'était Catch Shoes de Move de Trotter.